Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Car Ride Conversations. C'est le segment de mon podcast qui se déroule dans ma voiture. Vous savez très bien, on a des élections ici au Québec qui se déroulent jusqu'au 3 octobre. Ça m'a donné l'opportunité d'aller rencontrer plusieurs candidats de plusieurs partis. Aujourd'hui, je me rends dans le comté de Westmount-Saint-Louis, dans la région de Montréal. On va aller rencontrer le candidat de Québec solidaire, David Touchette. Bon podcast tout le monde. All right, David Touchette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Plaisir de te rencontrer. Je vais être honnête avec toi, je vais te raconter exactement comment ça s'est passé le processus de sélection pour les candidats là, que j'ai envoyé l'invitation. Donc, je suis allé sur le site web de tous les partis. J'ai fait le tour de tous les candidats, évidemment tous ceux qui étaient comme à l'extérieur de la grande région de Montréal, ex. Puis là, j'étais sur le site de Québec solidaire, puis là, j'ai vu tes cheveux. Puis j'étais comme, impossible que ce gars-là il est pas cool. Impossible. Ah, j'adore. Zéro chance. Donc, il faut qu'on le rencontre. Puis c'est littéralement comme ça, c'est la raison. Alors, voyons si je suis cool, mais je pense que oui. Comment ça va? Ça va bien, merci. Good. La campagne, on est comme à mi-point. Comment tu vois ça? Oh, wow. Ben, c'est super excitant de faire campagne, particulièrement dans Westmount-Saint-Louis. À date, je suis vraiment content de la performance de toute l'équipe de Québec solidaire. Là. Particulièrement, on vient tout juste de terminer le débat. Ouais. Donc ça, c'est une très bonne... Ça s'est quand même bien passé pour ton chef. Ah oui, moi je suis très fier de Gabriel Nadeau-Dubois, puis c'est quelqu'un dont j'ai toujours aimé, c'est un orateur que j'ai toujours apprécié. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses que j'aimerais discuter avec toi. Premièrement, je regardais ta bio, tu es un immigrant, tu viens d'Haïti. Puis ce qui est intéressant de ce que j'ai lu, tu as suivi un parcours qui est hors de l'ordinaire pour un immigrant. Tu n'es pas resté dans la grande métropole, tu es allé en région, à Drummondville. Oui. Premièrement, comment ça se passe? Est-ce que tu es arrivé jeune ou est-ce que tu te rappelles à quel âge tu es venu à Montréal? C'est une très bonne question. Moi, j'ai été adopté par des Québécois qui vivent à Drummondville. Ça, c'est-tu suite au tremblement de terre? Ah non, moi, je suis arrivé ici, j'avais 8 mois. Oh, wow, OK. C'est une histoire où ma mère d'origine en Haïti m'a eu à l'âge de 16 ans. Et j'ai pas beaucoup d'informations sur ma famille. C'était sous le régime de Duvalier. Donc, j'étais chanceux que mes parents m'adoptent. Et j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence à Drummondville. Donc, à la deuxième question, commencer à vivre en région en tant que personne noire. Non, mais c'est normal pour toi parce que moi, je pensais que tu étais venu peut-être jeune. Tu aurais vécu comme une expérience comme migrant, mais tu es pratiquement québécois, là. Oui, j'aime bien le pratiquement. En effet, oui, je me considère comme étant un Québécois d'origine haïtienne. Ouais. Mais vous savez, dans les yeux de tout le monde, lorsque surtout dans des villes où on a une majorité blanche, bien, les gens vous voient toujours comme noir. Ouais. Puis la question m'a été souvent posée d'où je viens, ça fait combien de temps. Donc, même quand j'étais adolescent puis je pouvais me sentir québécois, je me suis toujours senti un petit peu plus haïtien dans le regard des autres. Ouais. Parle-moi un peu de toi. C'est sûr que c'est pas ta première campagne. Tu as déjà été candidat, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour toi. Parle-moi un peu de l'intérêt de t'impliquer puis de faire la politique ou ce désir de vouloir servir. Pour moi, c'est inné. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Quand j'étais à l'école secondaire, en première année de secondaire, je me suis présenté aux élections pour être sur le conseil des élèves. Alors, ça date de longtemps. Puis à chaque année, après, jusqu'à secondaire 5, c'est moi qui étais représentant de la classe. Oui. J'étais toujours réélu. Mais j'ai toujours aimé m'impliquer un peu dans la vie sociale. La politique, c'est toujours été un passe-temps parce que j'ai beaucoup aimé m'en intéresser. Quand je suis arrivé à Montréal, je participais aux événements avec Forum Jeunesse, Force Jeunesse, l'Institut du Nouveau Monde. J'ai fait beaucoup de simulations parlementaires avec le Jeune Conseil de Montréal. Et ça m'a vraiment forgé énormément. Et pour 2018, moi, j'avais rencontré Manon Massé. Puis j'avais dit, Manon, je serais intéressé à me présenter. Puis avoir son opinion, parce que c'était une grosse étape, parce que j'avais été bénévole dans plusieurs activités de Québec solidaire. Et finalement, c'est le parti qui sont venus me chercher. Ça m'intéressait toujours. J'ai fait le saut et j'ai beaucoup aimé ça.
Ouais. J'aime entrer en communication C'est ça avec que j'allais les gens. te poser comme question, ta première campagne. Là. Comment Oh, tu t'es senti? Ben, c'était à Rivière-des-Prairies. Alors, pour moi, il y avait déjà un challenge que je trouvais intéressant. Ouais, de c'est pouvoir, sûr que c'est pas vraiment un territoire Québec solidaire là, dans l'est de Montréal. Non, puis encore cette année, c'est la même chose. Mais en même temps, pour moi, c'est pas ça qui m'arrête parce que, comme on dit, Rivière-des-Prairies, c'est la circonscription de La Fontaine. C'est un château fort. Quand j'y suis arrivé, je dirais que moi, je n'essaie pas de voir un peu, comme on dit, la montagne à escalader. Je vois qu'est-ce que j'ai à faire comme travail. Alors, je voyais qu'il fallait que j'aie parlé avec les gens, mais avant tout, il fallait que je vois quels sont les besoins dans les circonscriptions. Ouais. C'est un peu mon dada, j'aime ça aller voir quels sont les besoins et comment on peut les mettre en lien avec les programmes qu'on fait de Québec solidaire. Donc, c'était vraiment ce que j'ai fait. J'ai regardé un peu beaucoup de lectures, je suis allé rencontrer les organismes communautaires, la population. Donc, c'est vraiment un plaisir d'aller, je dirais, on dirait partager la bonne nouvelle, mais expliquer aux gens ce que c'est Québec solidaire. Ouais. Parce que souvent, quand on est dans des châteaux forts, j'ai l'impression que certains partis ne prennent pas le temps de faire les efforts parce qu'on dit, bon, c'est perdu d'avance. Mais pour moi, c'est juste une façon de se dire, bien, il y a une opportunité peut-être d'aller clarifier ou expliquer mieux les choses. Ouais, ouais. Ça n'a pas été évident parce que c'était ma première campagne. Et puis, je dirais que c'est gênant. Ouais. C'est intimidant. Mais en même temps, c'était tellement formateur, puis ça m'a comme fait sortir un peu de ma zone de confort. As-tu ressenti l'adrénaline là, de faire une campagne? Non seulement, premièrement, tout le monde qui s'implique, qui font une campagne active, comme bénévole, je ne parle pas de candidats, il y a comme, c'est comme, il y a une adrénaline, ça te pousse là, à faire quelque chose. Puis ça, c'est multiplié, je ne sais pas combien de fois là, quand tu es candidat. Tu dors pas, là, tu te couches comme à 2-3 heures du matin, puis tu te réveilles à 6 heures, puis tu es pompé, là, tu es excité, tu veux sortir, puis tu veux faire, tu veux rencontrer des gens, puis parler aux gens, puis... tu l'as-tu ressenti, ça? Oh my God! C'est tellement bon que tu l'abordes comme ça. J'ai l'impression que d'habitude, il ne faut pas en parler, il faut rester un petit peu très... Non, mais c'est vrai. Là, mais c'est vrai, c'est tellement ça. Moi, j'en ai fait beaucoup de campagnes, puis oui? honnêtement, on vit sur le café. Oui, bien, c'est ça, exactement. Je sais pas, il y a quelque chose qui arrive dans ton corps, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de boire, rien, c'est comme du café, and that's it, thank you. Puis moi, quand j'étais candidat à La Fontaine en 2018, j'habitais toujours ici dans Westmount-Saint-Louis. Donc, je faisais le trajet en autobus. C'était long, mais j'ai fait tous les parcours d'autobus pour bien connaître le territoire. Puis comme si j'étais tellement comme sur une vague d'énergie que j'ai tellement marché dans cette circonscription-là, fait des parcours. Je pense que c'est une adrénaline exactement qu'on parle pas souvent, mais même présentement, là, je vous dirais que je me couche assez tard aux petites heures du matin, puis là, je regarde mon programme, puis j'étudie. Donc là, cette fois-ci, tu es dans ton propre comté. Oui. Est-ce que c'est un autre feeling? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu sens que peut-être tu connais un peu mieux les défis, puis le monde, puis les quartiers? Je vais être très honnête. Quand j'étais à La Fontaine, je me sentais bien parce qu'il y avait une grande communauté haïtienne. Je sentais que je pouvais m'y rapprocher. Maintenant, ici, dans Westmount-Saint-Louis, là, je commence à bien me sentir. Mais au début, j'ai vraiment eu peur de me présenter ici parce que j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Mais voyons donc, c'est quoi l'idée de se présenter dans Westmount-Saint-Louis en tant que Québec solidaire? » Même certaines personnes disaient comme c'est quand même audacieux pour une personne noire de se présenter dans Westmount. Et j'avais une crainte de la réaction des gens. Donc je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que je m'en vais en confrontation avec une population, tu sais? J'étais comme un peu sous mes gardes. Mais c'est intéressant que tu mentionnes ça. Est-ce que tu ressens ceci de la population? Est-ce que tu ressens que les gens, c'est comment, qu'est-ce que tu fais là? Non. Okay. Au contraire. Puis ça, j'étais super soulagée parce que les premiers temps que je me promenais justement sur Sherbrooke, j'étais comme, oh mon Dieu, j'espère que ça va bien aller. Et les gens sont super gentils. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont pas de l'opinion de Québec solidaire ont quand même une grande ouverture d'esprit à discuter. Et j'avais peur de me faire fermer la porte au nez, mais non, les gens sont prêts à discuter. C'est intéressant. Je veux qu'on reste un peu là-dessus. Là. C'est sûr que Westmount-Saint-Louis, on ne va pas se le cacher, là, c'est un des quartiers les plus riches, pas juste au Québec, là, mais au Canada. Puis là, vous venez avec un parti qui parle de taxation. M. Legault, il a bien profité pour coller une ligne, là, la taxe orange, puis la taxe orange. Puis ça, c'est des affaires qui collent. On veut juste la ligne qui va taguer. Là, puis ça a l'air que ça a fonctionné pour la CAQ. Là, tu frappes aux portes, tu rencontres des gens qui, très possiblement, sont dans cette catégorie
que vous voulez aller taxer. On parle des acquis nets là, des gens. À partir d'$1 million qu'on taxe ça. Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce que tu rends compte de ces gens-là? Comment tu te sens avec cette plateforme-là? Qui est justement, tu sais, Québec solidaire, on ne va pas se le cacher, c'est une plateforme qui, depuis le tout début, veut que les gens les plus aisés contribuent un peu plus. Là, absolument. Puis là, tu te trouves dans le comté où il y a les gens qui sont parmi les plus riches au Canada. Oui. Explique-moi ça, là. Mais pour moi, ça enrichit le débat et le défi. Et vous voyez, justement, j'ai eu une discussion avec un ami. Et il n'habite pas à Circonscription, mais il s'est acheté une résidence assez luxueuse. Mm-hmm. Et on débattait sur ça. Là. Et c'est sûr qu'il me disait, tu vas te faire questionner. Et moi, je suis très fier de la plateforme de Québec solidaire. Je n'ai aucun problème à la défendre, surtout par rapport à ça. Il faut regarder que les gens sont imposés à partir de 1 million, mais c'est moins les dettes que les personnes vont avoir. Et on parle de... Oh, c'est les acquis nets. C'est les acquis nets. C'est après dépenses. Et par personne. Oh. Ouais. Donc, si par personne dans un ménage, vos acquis arrivent à chacun 1 million, mais par million, on va demander 1 000 $. Je pense que c'est quand même une bonne façon de contribuer qui n'est pas excessive. Et en même temps, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes à haut salaire qui souhaitent avoir une occasion de pouvoir participer à un investissement dans la société qui est le domaine communautaire et tout ce qui est le domaine public, plutôt que de voir des baisses sans cesse d'impôts, mais qui n'enrichissent pas la base de notre société, qui est justement notre domaine public pour les personnes les moins nanties. Moi, je pense que ce qui a fait réagir plus, c'est qu'on associe un titre à ces gens-là comme les ultra-riches. Oui. Puis, j'écoute beaucoup les nouvelles, puis des commentateurs, puis des analystes qui, évidemment, eux autres, ils ont fait leur devoir, puis ils sortent une liste comme, tu sais, un fonctionnaire là, qui a travaillé ou une infirmière qui a travaillé toute sa vie avec un salaire, comme vous le dites, vous, là, tu sais, un salaire moyen, classe moyenne. On est environ de 55, disons 60 000. On est dans cette fenêtre-là. Tu sais, pour quelqu'un qui a travaillé 20, 30 ans puis a accumulé des acquis, une maison, whatever, tu sais, qui a acheté la maison il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est très fort possible que cette maison-là soit proche de 800, 700, 800 000 avec la retraite. Ça s'ajoute à un point où quelqu'un qui a vécu toute une carrière à un salaire moyen, comme vous le présentez, que c'est très possible qu'il y a des acquis qui valent aujourd'hui 1 million de $ et qu'ils ne se ressentent pas nécessairement comme ultra riches. Je pense que c'est ça qui a mal collé. Je ne sais pas quoi tu penses, toi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. Puis je tiens à préciser aussi, comme Québec solidaire exempt tous les propriétaires d'entreprises ou d'agriculture, de fermes, parce que eux, ça va rapidement aller à 1 million. Mais pour être très honnête, moi, c'est des discussions que j'ai avec les gens de mon parti. Puis je pense qu'on apprend tranquillement à ajuster la façon dont on va présenter nos programmes. Parce que moi, je fais une parenthèse comme ça, parce que c'est une entrevue très relaxe. Quand j'étais plus jeune, je me souviens très bien, mes parents ont quand même beaucoup d'argent, puis on descendait de l'autobus, puis les jeunes disaient comme « Ah, les riches! Ah, on sait bien eux autres! » Là, j'avais toujours dit à mes parents « Pourquoi c'est une insulte être riche? » Ouais. Puis, dans ce que vous venez de dire, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'avais dit à la gang de Québec solidaire, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on donne quand on se dit justement les super riches ou qu'on veut opposer certaines classes sociales à une autre. Je pense que toute personne qui a les moyens de contribuer peut contribuer, mais après de la qualifier de certains revenus, parce que même une personne qui va être pauvre ne se qualifiera pas de personne pauvre. Ouais. On n'a pas envie d'avoir cette étiquette, de dire « Ah, vous êtes dans les ultra-pauvres ». Donc, je pense que d'opposer une population selon leurs revenus, c'est plus de dire « Ensemble, on doit contribuer ». Et ceux qui ont les moyens les plus élevés dans la population, le 5 % des personnes, ont un devoir et on leur demande de pouvoir contribuer plus pour la société. Parce que c'est ça, si c'était une autre époque, là, disons que c'était dans les années 80, 90, ou, tu sais, moi je suis né en 1981. Nous, on a grandi pensant que $1 million, ouah, tu sais, comme, t'as tout l'argent du monde.
c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas ça la réalité. Là, le coût de la vie a augmenté. 1 million, c'est quelque chose qui est quand même réalisable si on travaille fort avec un assez bon salaire. Tu n'as pas besoin de gagner 120 000 par année là, pour accumuler ce type d'acquis-là, tu comprends? Réalisable et souhaitable. Hein? Souvent, plus, pour une retraite, là, on se dit que si tu veux prendre une retraite pour un bon 10 ans, il faut que tu aies pas mal de côté. Parle-moi un peu de ton quartier, de ce comté-là. C'est sûr que c'est un des plus beaux. Moi, ça fait longtemps que je viens ici. Ah oui. Juste pour regarder, parce que pas plus que ça. Pour moi, ici, Westmount, Saint-Louis, c'est la ville de Westmount et le centre-ville de Montréal. Moi, je me promène souvent ici dans Westmount. Je vais dans la réserve d'oiseaux de Summit Hill. Et après, je me rends jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph. Le dimanche, c'est ma tradition de monter les escaliers, de traverser Westmount. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est calme. Ça me rappelle l'endroit où j'ai vécu à Drummondville, les quartiers avec des gros arbres. J'aime le fait que Westmount soit authentique dans sa façon d'être. C'est très... ça nous rappelle un peu cette Angleterre. Vous voyez, ça se distingue beaucoup. Et autant du côté de Saint-Louis, j'aime la diversité du quartier, puis le fait qu'on puisse croiser des gens de toutes les sphères à chaque coin de rue. Donc ça, on est vraiment... c'est une circonscription qui est super riche et surtout que moi, j'aime beaucoup me promener le soir et je trouve qu'on est chanceux ici. C'est sécuritaire. Moi, j'en reviens toujours pas avec tout ce qu'on entend des fois à l'extérieur du pays, dans des villes qui vont être plus cossues, à quel point il peut y avoir des fois des gates puis des choses. Ici, à Westmount-Saint-Louis, on a une sécurité totale de libre d'action, de se promener de la circonscription d'est en ouest. Quand je vais sur l'avenue du Parc, ben, j'aime beaucoup ça aussi. C'est comme entre le plateau puis un peu justement ce centre-ville. Donc l'atmosphère elle est un peu bohème. Ça, j'aime beaucoup avec le Mont-Royal. J'aime me promener puis traverser la montagne. On est chanceux, on peut aller dans la circonscription juste en traversant la montagne. Donc non, je suis choyé, moi, d'habiter ici. Ça fait 10 ans que j'habite dans Westmount-Saint-Louis. Ah, quand même. Parle-moi un peu de la différence entre vivre en région Drummondville. Écoute, Drummondville, on va pas dire que c'est une petite ville, mais c'est sûr que comparé à Montréal, c'est pas Montréal. Puis il y a une culture complètement différente. Parle-moi un peu de ce contraste-là, de partir de Drummondville, de te rendre à Montréal et d'avoir vécu cette transition-là. C'est quoi cette expérience-là? Mais à Drummondville, les avantages que j'ai vécus, moi, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus facile de côtoyer, d'avoir des relations avec tes voisins. Tu sais, ça, c'est comme à l'extérieur, tous ceux qui vivent dans des quartiers résidentiels. Sinon, moi, j'étais un gars qui a vite voulu venir à Montréal. Hein? Tu sais, j'ai toujours voulu la grande ville, puis l'action, le côté artistique. Tu sais, j'ai un domaine de la mode, fait que ça m'a toujours attiré. Puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand je retourne chez mes parents à Drummondville que là, je me remarque vraiment comme je me pose la question. Des fois, je dis, bon, est-ce que je vais toujours vivre à Montréal ou est-ce que j'ai envie de retourner un peu en région? Mais je reste quand même un Montréalais en bout de ligne dans mes décisions. La différence que je vois, c'est pas mal sur le côté des espaces verts. C'est beaucoup plus détendu. Les gens Je trouve que c'est beaucoup plus détendu en région qu'à Montréal. Il y a beaucoup moins de stress. Beaucoup. Ah oui. Puis je pense que ça vient dans le fait que les gens puissent parler un peu plus ensemble. Tu connais tes voisins. Moi, j'habite dans une tour, puis j'adore ça. J'ai une super belle vue, mais j'ai pas une relation aussi proche avec mes voisins. Mais c'est aussi, tu es dans le centre-ville de Montréal. Les gens bougent tellement souvent. Ah, mon Dieu. Le voisin qui est là aujourd'hui, peut-être demain, il sera pas là. Ça bouge beaucoup, là, le centre-ville de Montréal. Puis peut-être c'est un défi aussi pour toi en termes de campaigner. Là, Comment tu sais que les gens qui sont dans cet appartement-là, dans la liste que tu avais depuis, je sais pas trop, 4 ans, il y a 4 ans, qui sont toujours là, tu comprends? Ou les gens que tu rencontres dans la rue. C'est tout un défi de faire campagne au centre-ville, je trouve. C'est tout un défi, mais je dirais que dans ce défi-là, pour faire un rebond sur notre programme, ce qu'il faut remarquer au centre-ville de Montréal,
c'est qu'il y a des quartiers résidentiels, il y a des gens Ouais, qui ouais. vivent au centre-ville. Donc moi, j'ai été longtemps membre de l'association de Chauncey Village. On a l'association des résidents de Milton Park. On a ici les résidents de Westmount. Il y a plein d'associations qui tentent de garder le centre-ville comme étant des quartiers résidentiels forts. Puis je pense que le défi, c'est vraiment ça. Donc, si je regarde avec notre programme Québec solidaire, d'avoir des logements abordables ici au centre-ville, logements sociaux et des logements abordables, mais c'est important parce qu'on veut avoir une diversité sociale, puis on veut encourager des familles, des gens à s'installer au centre-ville pour qu'ils puissent progresser, prospérer tranquillement, puis un jour peut-être s'acheter un condo. Ouais. Mais il faut leur donner des premières opportunités de venir s'ancrer au centre-ville. Et en même temps qu'on parle de logement, bien, les Airbnb, tout ce phénomène-là de logement un peu temporaire, mais ça n'aide pas à la vitalité des quartiers. Puis comme tu te dis, de dire, bon, ben, telle personne habitait là, non, c'est une autre personne. Puis ça fait en sorte qu'on a un centre-ville qui est dynamique, mais pas pérenne. Donc, on a besoin d'une pérennité dans le dynamisme de notre centre-ville. Parle-moi un peu des défis ici de ces quartiers-là. C'est sûr qu'on a dit tantôt que c'est un des quartiers les plus riches, mais quand même, il y a un aspect social, le centre-ville, tu comprends? Puis il y a quand même des défis importants. D'après ce que tu as vu les derniers 10 ans, puis surtout maintenant que tu fais campagne, d'après ce que les gens te disent sur le terrain, qu'est-ce qui semble, d'après toi, comme une urgence, là, qu'il faut vraiment agir? Bien, j'ai parlé de logement, donc ça fait partie d'une urgence. Je vais pouvoir en revenir plus tard. Je pense que c'est encore là tout l'aspect de dire on est dans un centre-ville où il y a des habitants. Donc, on a besoin d'avoir plus de parcs. Moi, je me souviens, avec Chauncey, on a milité beaucoup pour qu'il y ait un parc sur René-Lévesque. Ils en ont fait des tours à condos. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'espace vert. Aussi, on a 4000 jeunes qui s'est recensés dans le centre-ville. On a besoin d'avoir des nouvelles écoles. Ouais. Pour qu'ils puissent y aller à pied. Il y a le grand séminaire là, qui devait avoir un projet d'école. Puis ça a été repoussé. Donc ça, c'est important d'avoir des écoles, d'avoir des endroits. Je vois pas de terrain de basketball, je vois pas d'endroit de skatepark. Je vois pas d'endroit qui fait que les jeunes peuvent justement descendre de la tour puis aller avoir une activité proche pour eux autres. Mais est-ce qu'il y a de la place pour ces choses-là? Mais ça, c'est justement la question. Il manque de place, mais il va falloir que le gouvernement travaille en collaboration avec la ville lorsqu'on va vouloir vendre des terrains, lorsqu'on va vouloir rénover des locaux qui sont abandonnés. Qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir penser beaucoup plus davantage à la communauté. Si je regarde, je pense que c'est l'hôpital Royal Victoria. Là. L'ancien, oui. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une grosse bâtisse auquel il va falloir vraiment passer d'abord aux citoyens. On a mes guides qui veulent faire des projets, mais c'est important de voir quels sont les besoins des organismes communautaires et des citoyens sur le terrain. Ouais. Mais aussi, ça me fait penser à un ricochet là-dessus, c'est un endroit où on a une situation avec les personnes autochtones. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'itinérance, oui. Il y a beaucoup d'itinérance, mais pour le Royal Vic, certaines populations disent qu'il va falloir voir est-ce qu'il y a des tombes à voir avant de faire des constructions. Mais parlant d'un autre défi dans la circonscription, c'est l'itinérance. Puis ça, c'est avec les personnes autochtones, mais c'est en lien avec le logement pour tout le monde. Je suis allé dernièrement à l'ouverture d'une nouvelle résidence de chez Doris qui accueille des femmes en itinérance. Ouais. Et elles ont ouvert une deuxième résidence qui est un dortoir. Et en plus, c'est un endroit où des casiers vont pouvoir laisser leurs choses quelque temps. Mais c'est le seul dans l'Ouest. C'est le seul. Ouais. Et quand je parlais avec un des organismes autochtones, il me disait justement, il dit, David, les commerçants, exemple, sur Milton, disent, oui, mais ils laissent traîner plein de trucs. Ouais. Oui, mais ils n'ont pas d'endroit pour déposer un sac. Ouais. Fait que déjà, ça peut régler. Quand on parle de problème d'itinérance, j'aime pas dire problème, mais la situation de l'itinérance, ça part par voir c'est quoi les besoins qu'ils ont primaires et qu'on peut héberger petit peu par petit peu à court, à moyen et à long terme. Donc, quand on parle de logement dans la circonscription, qu'il faut avoir plus de logements sociaux, mais c'est pour prévenir justement l'itinérance, mais c'est également pour faire en sorte que les logements qui sont disponibles, on n'ait pas une concurrence illégale entre ceux qui en veulent aussi. Parce que, je termine là-dessus, j'ai parlé avec le Centre des femmes afghanes.
sont ici au centre-ville, elles accueillent des femmes afghanes. Elle dit, nous, on a un budget à la mission d'accueil. Mais après, dans notre accueil, il faut aller trouver des logements. Ouais. Mais on n'en a pas pour les femmes. Mais eux, elles se butent en compétition avec d'autres personnes qui sont ici. Elles en cherchent pour les femmes afghanes. Donc, tout est en lien. Il faut vraiment multiplier les offres de logements dans la circonscription, puis faire en sorte que l'itinérance diminue. Parle-moi un petit peu, puis je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais on a vu en 2018 c'était des résultats quand même records pour le parti, de très bons résultats. Là, avec les sondages qu'on regarde, il semble que les comtés que vous êtes allés gagner dans les régions sont à risque ou c'est des courses très, très, très serrées. Est-ce que tu penses que Québec solidaire, ultimement, c'est juste un parti régional de Montréal avec des résultats un peu marginaux? Tu sais, c'est un comté, c'est un parti qui, dans le fond, appartient dans la région de Montréal, puis pas plus que ça. Évidemment, selon les sondages. Non, tu sais, Québec solidaire, c'est un parti là, qui s'est développé à Montréal, et puis ils l'ont prouvé qu'ils étaient capables d'aller chercher des gens en région. Il faut dire aussi, quand on regarde en région, puis dans l'ensemble des circonscriptions, on est le parti dont les candidatures, on a le plus grand nombre de candidatures qui habitent localement dans leur circonscription. Ouais, okay. Donc ça, c'est déjà une force. Maintenant, pour ce qui est des sondages, moi, je suis vraiment confiant de voir que les députés qui étaient élus en 2018 vont être réélus. Ils ont fait un super bon travail. Si je pense juste à Christine Labrie, à Sherbrooke, le taux de satisfaction est extraordinaire, même au-delà. Mais c'est des courses serrées, hein? On parle de Sherbrooke, de Jean Lesage, ouais. De Rouyn-Noranda. C'est des courses qui risquent peut-être de passer à un autre parti. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est que peut-être, évidemment, on va voir, mais que Québec solidaire puisse aller faire des gains de plus sur Montréal. Et c'est pour ça que je demande, est-ce que, ultimement, Québec solidaire, c'est un parti de Montréal? Je pense pas, parce que moi, je connais, si je regarde notre génération, là, mes amis qui habitent à Drummondville, c'est pas mal du monde qui sont solidaires. Et je crois que Québec solidaire a des programmes qui sont aussi bons pour les gens de la région que les gens de Montréal, parce que quand on regarde la crise de logement, c'est partout au Québec maintenant. Donc ça, c'est inévitable. Quand on regarde la situation de l'environnement, tous ceux qui vivent le long du fleuve Saint-Laurent, avec les berges, là, il y a une érosion des berges, ça fait partie des priorités de Québec solidaire de s'occuper de l'environnement. Plus les gens voient ce que Québec solidaire met dans son programme, plus je pense qu'ils prennent conscience que ça s'applique à la vie de tous les jours et aussi à tous les endroits, à l'ensemble du Québec. Puis non seulement, moi, ce que j'appelle, exemple, aux gens de Westmount-Saint-Louis, quand on est à Montréal, on est inévitablement connecté avec le reste du Québec, même si on ne traverse pas souvent le pont. C'est profitable pour nous que ça se passe bien au Québec, tant en termes de logement qu'en termes d'environnement. Non seulement on va faire des vacances, on a besoin d'avoir une occasion et on a ce droit-là, si on parle en termes de transport, on a le droit d'avoir un système de transport efficace pour pouvoir visiter le Québec et en sortir. Tout comme les régions du Québec, quand je ne sais pas juste montréalais, le transport, c'est pas juste le métro puis l'autobus de ville. Dans les régions du Québec, ils ont un problème de transport intraterritoriaux et entre les régions. Donc, les personnes qui sont de plus en plus vieillissantes, qui ont besoin d'accéder à des services de soins de santé, ont besoin d'avoir un système de transport beaucoup plus efficace. Puis avec Québec solidaire, on veut le nationaliser. Donc, je pense que c'est bon pour les régions aussi. David, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je sais que c'est une belle journée et que tu vas en profiter sur le terrain. Oui, on est rendu porte à porte. Je veux te souhaiter une bonne chance pour cette campagne-là. Merci. Quoi qu'il arrive, bon succès pour la continuation dans tout ce que tu feras. Merci beaucoup, Georges. C'était vraiment agréable. Je suis très content d'y avoir participé.